présenter rapidement. Donc, je suis Mélissa. Je vais animer les prochains Human Talks. Et du coup, pour remettre un petit peu dans le contexte, donc ça fait à peu près 10 ans que je travaille dans l'événementiel et le secteur de la communication. Et quasiment 5 ans dans l'hôtellerie, donc au sein de Louvre Hôtel. Et je me dirige petit à petit vers le développement personnel, domaine dans lequel je suis plongée depuis presque 10 ans maintenant, mais plutôt d'un point de vue personnel. Et donc, du coup, me voilà. Et aujourd'hui, du coup, on va discuter de posture managériale avec Serge Leboucher. Bienvenue Serge, Merci. merci d'être là. Je vais te laisser te présenter aux participants. Je pense que ça sera plus simple que si c'est moi qui le fais. Ok. Bonjour, bonjour à tous. Donc, en fait, mon prénom, c'est Serge et moi, je suis issu du milieu de l'hôtellerie et de la restauration. J'ai fait toute ma carrière dans l'hôtellerie et la restauration, dans diverses chaînes avec différents postes. Et pour le coup, il y a à peu près maintenant 7 ans où j'ai fait un virage. J'ai repris en 2 mots, j'ai pris une école de communication, un master en communication, et puis j'ai fait une école de coaching. Et depuis 7 ans, j'œuvre en tout cas sur une thématique qui m'est vraiment à cœur, c'est le management et la communication. Okay. C'est principalement sur ces thématiques que j'œuvre, aussi bien en formation qu'en coaching individuel ou de groupe. Voilà. Et alors ça, ce sont mes 2 métiers. Et puis, j'ai un 3e métier, puisque je suis aussi guide touristique. J'accompagne en fait des groupes de clients américains sur des croisières sur la Seine entre Paris et Honfleur. Voilà. Donc tout ça m'amène et tout a un lien. Vous allez voir dans ma présentation que tout est un lien puisqu'en fait il y a toujours cause à effet dans sa posture. Et quand on est avec ma posture de coach, je vais vous expliquer ma façon de penser avec l'outil qui sont les accords Toltec. Mais pour le coup, quand je suis guide touristique, c'est moi qui les mets en œuvre avec mes clients. Donc, je suis le premier à pouvoir tester en tout cas ce que je dis et d'approuver en tout cas ma façon de faire et ma façon de voir les choses. Ok, super. Alors du coup, juste pour rappel, je vais couper les micros pendant l'intervention. Comme ça, ça évitera peut-être les bruits parasites. Mais en tout cas, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser directement dans le chat. Et je vous rappelle également que du coup, la vidéo est enregistrée et sera diffusée sur YouTube et sur les réseaux. Est-ce que donc du coup, c'est tout bon pour toi, Serge? C'est parti. Ok, c'est parti. Hop, c'est tout bon. Alors du coup, donc tu nous as parlé rapidement là, des accords Toltec. Est-ce que tu peux nous les rappeler, nous expliquer un petit peu ce que c'est, d'où ça vient Ah, alors attends Serge. Serge, je ne t'entends pas. C'est parce que le micro de Serge a été coupé en même temps, Mélissa. Alors attends. C'est bon maintenant? C'est tout bon. Super. Ma première question, et vous pouvez peut-être lever le doigt, c'est qui a entendu parler des accords Toltec? Très bien, très bien. Oh, on est à 50%. Voilà. OK. Alors, globalement, dans cette première question, souvent, quand j'anime, on est quasiment entre 20 et 30% de personnes qui connaissent en tout cas ces accords Toltec. Alors, juste, les accords Toltec, pour moi, en tout cas, c'est vraiment une ligne de conduite, c'est vraiment une philosophie. Et pour le coup, c'est un vrai outil pour soi-même. Alors, on peut considérer que les accords Toltec, c'est avant tout un outil effet miroir pour soi-même. Si on suit les accords Toltec, on va travailler sur 2 notions qui sont soit les bénéfices, soit les conséquences. Alors, avant d'aller dans le sujet, juste un petit peu d'histoire. Que sont les accords Toltec? En fait, les accords Toltec, ça vient d'une ancienne civilisation mésoaméricaine des années entre 900 et 1200, principalement au Mexique, et ça vient des chamans mexicains. En fait, c'est une idée où en fait, il y avait
globalement, un chaman, des sages, ont écrit ces textes et qui ont été repris au fil du temps et remis au goût du jour, et notamment par un bouquin que je vous recommande de lire, qui sont les accords Toltec, les 4 accords. Alors, il y a les 4 accords, en fait, il y en a 5. On va quand même parler des 5 accords Toltec. Et pour le coup, il y a beaucoup de choses sur Internet pour vous abreuver de ça, plus peut-être à un moment donné lire le bouquin. Alors, vous allez me dire quel est le lien entre les accords Toltec et la posture managériale. Alors, Mélissa, peut-être que tu peux mettre le support de PowerPoint. Alors, en fait, on va d'abord simplement lire les 4 accords. Alors, le premier, c'est que votre parole soit impeccable. Le deuxième, c'est, je ne suis pas dans l'ordre, mais bon, quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle, ne faites pas de suppositions et pour le coup, faites toujours de votre mieux. Et puis, le cinquième, c'est soyez sceptiques et puis testez les choses pour vous les approprier. Alors, vous allez me dire, quel lien avec l'acte managérial? Eh bien, en fait, dans ce premier accord Toltec, que votre parole soit impeccable, c'est une vraie posture managériale. Quand je parle de posture managériale, je me dis qu'à un moment donné, on est tous en posture de pouvoir dire des choses. Quand vous êtes manager dans un hôtel ou dans un restaurant, vous avez des réunions de service, vous avez un comité de direction, vous avez des nouvelles procédures à mettre en place, vous avez une communication à passer ou des choses à dire pour que les gens puissent se les approprier ou des consignes. En fait, que ma parole soit impeccable, moi je me dis dans ce rôle de communication, c'est de se dire, c'est d'inverser la pensée, c'est se dire, ce n'est pas tout ce que je veux dire à mes collaborateurs, mais je vais leur dire simplement ce qu'il faut qu'ils retiennent. Et si on prend un exemple concret, vous allez me dire, vous savez, vous avez des réunions où le manager prend la parole et blablabla, et blablabla, et blablabla, et blablabla, et blablabla. Et puis après, il a la dernière posture qui dit, bon, est-ce que tout le monde a compris? Et puis bien sûr, qu'est-ce qui se passe? Personne dit rien et tout le monde dit qu'il a compris ou il ne lève pas le doigt. Et qu'est-ce qui se passe après? Ce qui se passe après, c'est que souvent, il y a réunion machine à café. Réunion machine à café, et toi, tu as compris quoi? Qu'est-ce qu'il veut de nous? Non, en fait, j'ai rien compris. Bon, comme on n'a rien compris, en fait, rien ne changera. Et pour le coup, on fera toujours de la même façon puisqu'en fait, on n'a pas compris. Donc, pas de changement. Et puis, en tant que manager, vous allez vous imaginez que vous allez passer les consignes. Et puis, pour le coup, vous vous rendez compte que les nouvelles consignes ne sont pas passées. Et là, vous vous agacez, vous vous énervez pour vous dire, mais comment ça se fait que vous ne respectez pas les consignes? Comment ça se fait? Mais vous êtes nuls. En fait, ça engage des tensions dans les équipes. Personne ne vous a dit que personne n'a rien compris parce que votre parole n'était pas impeccable. Donc, plutôt que de dire tout ce que j'ai à dire aux gens, plutôt de se dire, qu'est-ce que je veux qu'ils retiennent? Ça veut dire que je vais synthétiser. OK, je vais attendre un feedback, je vais leur poser comme question, répétez ce que vous avez compris, reformulez-moi la consigne. Et en fait, c'est toute une méthodologie pour s'assurer que tout le monde a bien compris, en tout cas, ce que vous vouliez dire. Que ma parole soit impeccable, c'est aussi le fait de dire que si je décide quelque chose, est-ce que ce que je vais décider apporte plus de bénéfices ou plus de conséquences? Si j'imagine que ce que je vais mettre en place ou ce que je vais dire aura plus de bénéfices, faut y aller. Si je pense que ce que je vais dire, de la façon dont je vais le dire, avec la tonalité que je vais le dire, aura plus de conséquences, je vais peut-être me poser la question, peut-être pour changer en tout cas ma posture. Parce que si ma posture, c'est toujours d'être négatif, il y a de chances que ça rende en tout cas l'environnement négatif. Donc, vous voyez que ma parole soit impeccable. Comment je tourne cette parole pour qu'elle soit positive? Comment je vais tourner cette parole pour qu'elle ait de l'inspiration et de l'ambition, tout en disant correctement les choses telles que vous avez envie de les dire? C'est soyez vous-même. Et vous voyez, cet effet miroir, c'est vous et encore vous. Si les gens n'ont pas compris, c'est que vous vous êtes peut-être mal exprimé. Ne pensez pas finalement que c'est les autres qui ne comprennent rien. Vous voyez, c'est toute une philosophie où, se dire qu'à un moment donné, je balaye devant ma porte. Et vous pouvez vous dire en feedback, ah là j'ai été bon ou là j'ai pas été bon, est-ce que ma parole a vraiment été impeccable? En management, on peut se dire que ma parole soit impeccable, mais on peut dire aussi que ma posture soit impeccable. Est-ce que j'ai été là au bon moment avec mes équipes? Est-ce que je les ai aidés au bon moment? Est-ce que j'ai été là quand il fallait?
Est-ce que je donne une bonne perception de ma personnalité? C'est-à-dire, est-ce que je suis l'homme qui arrive toujours à l'heure? Est-ce que je suis l'homme ou la femme, excusez-moi, l'homme ou la femme, en tout cas le manager qui est à l'écoute de ses collaborateurs, qui a plutôt un management de proximité, qui sait écouter? Est-ce que ma posture est impeccable? Donc, vous voyez, cet effet miroir, pour cette première phrase, c'est tout à fait votre parole et votre posture. Donc, un vrai effet miroir. Le deuxième accord Toltec qui m'inspire beaucoup, c'est ne faites pas de suppositions. En tant que manager, nous sommes confrontés tous les jours à faire des suppositions. Ah non, Christophe, c'est Christophe, je prends Christophe parce que je vois sur son ordinateur, mais Christophe, il n'est pas capable. Je ne vais pas lui demander parce qu'il est incapable de faire ça. Non, et puis Mélissa, ben non, mais Mélissa, de toute façon, elle me dira non. Et puis Myriam, Myriam, non, de toute façon, Myriam, elle ne sait pas faire, ce n'est pas la peine de lui demander. Donc, vous êtes en train de vous couper un bras et de vos croyances limitantes par rapport à une fausse perception des gens, vous faites des tas de suppositions qui vous emmènent dans l'inaction ou le jugement des gens et des personnes sur leurs compétences. Et ça ne peut pas fonctionner. Donc, plutôt que de dire à quelqu'un ou penser de dire que lui, il n'en est pas capable, c'est plutôt de renverser la situation en disant, écoute, j'ai ça à faire, je pense que tu peux le faire. Par rapport à ce que je te demande, qu'est-ce qui peut être facile pour toi et qu'est-ce qui peut être difficile pour toi? Est-ce que tu te sens capable? Quand vous le présentez comme ça, il y a plus de chances que la personne soit à l'écoute de ce que vous dites et ait envie de le faire. Et au moment où elle vous dit, ça va être facile, ça va être plus difficile, et bien à ce moment-là, en tant que manager, mettez-vous à sa disposition en disant, écoute, pour cette partie qui te semble plus difficile, tu m'appelles, je serai là avec toi. Et pour le coup, le bénéfice de tout ça, c'est que vous mettez un environnement positif, vous développez l'estime de soi, et pour le coup, vous ouvrez en tant que manager le champ des possibles. Ce qui nous embête souvent, ce sont nos croyances limitantes. Nos croyances limitantes et notre perception. Et il faut lutter contre ça. Donc, si vous pensez qu'à un moment donné, vous couchez les cases, il n'est pas capable, c'est pas possible, vous n'avez aucune ambition. Ni une ambition opérationnelle, ni une ambition sur les gens, pour pouvoir faire grandir les gens. Donc, s'il vous plaît, évitez les suppositions et demandez aux gens de façon constructive, comment ils peuvent faire les choses. Sinon, vous restez dans vos croyances limitantes. Le troisième, c'est plutôt, quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Alors, vous savez, il y a deux personnages en vous. Il y a votre cœur et puis il y a votre ego. Et c'est toujours cette bataille entre le cœur et l'ego qui fait qu'un manager peut s'emporter ou pas, qu'un manager peut prendre des décisions alambiquées, des décisions ou des mauvaises décisions. Mais c'est vrai que si vous avez un ego surdimensionné, il y a des chances que vous preniez les choses pour vous. Si vous avez du cœur, vous allez essayer de comprendre, d'écouter et de poser des questions. N'en faites pas une affaire personnelle, c'est se dire aussi que face à un échec, on recommence. Ce n'est pas parce qu'il y a eu un échec qu'il faut le prendre pour soi et que vous vous sentez incapable. Remonter l'estime de soi, c'est comme Nelson Mandela. Nelson Mandela nous disait une chose extraordinaire, on ne perd jamais. Soit on gagne, soit on apprend. Et donc, la philosophie de ne pas le prendre pour soi, c'est se dire qu'on ne peut pas tout réussir, mais essayons. Et essayons différemment, et essayons avec des personnes différentes, et avec une posture différente, et il y a des chances que ça puisse marcher. Et ce n'est pas parce qu'on est dans l'échec une fois qu'on devrait perdre de l'estime de soi-même. On est capable, on a des postes de manager. Et finalement, cette animation qu'on a avec nos équipes, elle dépend de nous. Donc, il ne faut jamais abandonner. Et pour le coup, la quatrième, c'est faites toujours de votre mieux. C'est accepter que tout n'est pas fait comme finalement vous l'imaginiez. Accepter que l'autre personne qui est en face de vous n'ait pas atteint son objectif, mais qu'il ait donné le meilleur de lui-même. Parce que c'est ça qui est important, c'est quelle est sa motivation, qu'est-ce qu'il a mis, quel ingrédient il a mis pour arriver là où il est. Et ça veut dire que s'il n'est pas là où vous l'attendez, c'est d'essayer de l'aider à grimper. Mais si on est tous dans ce niveau d'exigence
à réprimander les gens parce qu'ils n'ont pas fait comme vous vouliez, il y a de grandes chances qu'ils n'aient plus envie de le faire. Et ils n'ont plus envie de le faire pour vous. Donc, quelqu'un qui fait quelque chose, et s'il a donné le meilleur de soi-même, c'est peut-être son niveau d'exigence. Donc, aidez-le à passer ce niveau d'exigence. Et c'est ça qui est important. Et l'idée, c'est essayer. Si ça ne marche pas, vous aurez fait le meilleur de vous-même. Et c'est ça qui est important. Et aller au-delà. Donc, vous voyez, cette philosophie, en tout cas des accords Toltec, c'est vraiment une philosophie interne. C'est l'effet miroir de votre mode de fonctionnement. Et c'est une ligne de conduite. Et pour moi, c'est une vraie philosophie. Et pour le coup, le 5e accord Toltec, alors qui est pas toujours dans les… On dit souvent les 4 accords et plus un supplémentaire, mais le 5e est pour le coup… et plutôt soyez sceptiques, c'est-à-dire soyez sceptiques, c'est écoutez ce qu'ont à dire les gens, écoutez ce qu'ils disent, faites-en votre sauce et puis testez les choses. Soyez sceptiques, mais testez-les. Allez chercher la vérité, creusez votre vérité, testez les outils, parce qu'il n'y a que comme ça que ça fonctionne. Si votre parole n'était pas impeccable aujourd'hui, elle le sera demain. Utilisez un verbatim positif. Si vous avez fait une supposition, demain, eh ben, vous allez demander aux gens et vous allez plutôt vous acquérir de leurs idées. Et puis, il y a des jours, eh ben, vous ne faites pas le meilleur de vous-même pour X raisons, eh ben, demain, vous essayerez de donner le meilleur de vous-même. Vous voyez? Donc, ça monte et ça descend, ça monte et ça descend. Et c'est pour le coup vraiment un outil extraordinaire en termes d'effet miroir. Et pour le coup, en tant que manager, si vous arrivez à passer effectivement ces 4 accords Toltec à vos collaborateurs, ils peuvent aussi rentrer dans le mood de ces 4 accords Toltec. Des fois, vous avez des collaborateurs, ils viennent vous voir, ils ne savent pas quoi vous dire, comment vous le dire. Et à un moment donné, vous pouvez dire stop, regarde le panneau là. Là, moi, je ne comprends pas ce que tu veux. C'est quoi que tu veux vraiment? Donne-moi une parole impeccable. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Qu'est-ce que tu as derrière la tête? Dis-moi exactement ce que tu veux. Dis-moi ce que tu veux me dire correctement. Vous voyez, ça engendre aussi une communication plus claire. Ça engendre une connexion, ne pas faire de suppositions, une connexion en tout cas plus intense entre les gens. Ne pas le prendre personnellement parce que plutôt le prendre avec le cœur plutôt qu'avec l'ego. Et puis, finalement, toujours donner le meilleur de soi-même. Voilà, Julie, en tout cas, ma philosophie avec ces accords Toltec. En tout cas, que j'anime énormément en formation et qui sont vraiment, en tout cas, un outil, pour moi, vu de ma fenêtre, indispensable. Ok, super, merci. Et du coup, par rapport à ces accords Toltec, comment on peut les appliquer au quotidien? Est-ce que, par exemple, tous les jours, tu conseilles de te les rappeler ou c'est vraiment à telle réunion ou à chaque fois que je vais demander une particulière? Comment tu envisages l'application au quotidien? L'application au quotidien, c'est de les avoir en tête et de transformer sa posture. En tout cas, c'est ce qui m'est arrivé depuis ces années, c'est transformer ma posture pour que si j'ai une intervention, une réunion animée, que ma parole soit impeccable, que je sois moi-même, que je sois dans la vérité, avec les mots, les bons mots, et puis pour le coup, tout ce côté aussi objectif, animé par du factuel, et de la bienveillance. Si j'anime une réunion, je ne vais pas supposer qu'on va y arriver, mais je vais demander des délais aux gens pour savoir comment eux vont me proposer justement pour y arriver. Vous voyez, c'est vraiment une ligne de conduite et une philosophie. Je ne vais pas me mettre à la place des autres et je vais essayer d'être le plus impeccable possible dans ce que je dis ou ce que je fais. Ok, très bien. Alors du coup, est-ce que… donc, on peut partir sur la partie 2 pour passer justement de manager à leader. Est-ce que ce sont ces principes qui vont t'aider à passer d'une posture à l'autre? Alors, c'est une bonne question, Mélissa. En fait, on a 2 postures. On a 2 postures qui, dans le management, c'est soit on est manager, soit on est manager-leader. Vous allez me dire, c'est quoi la différence? Alors, d'abord, un manager, c'est quoi? Un manager, c'est un organisateur. C'est comme ça qu'il est décrit. Voilà, vous avez le slide. Le manager est un organisateur. Donc, il est choisi par la hiérarchie. Et alors, la particularité dans beaucoup de métiers, c'est qu'il est choisi par rapport à sa
technicité. On devient manager parce qu'on a bien fait son travail et qu'on a beaucoup de techniques. Mais trop souvent, ces managers, on les met en difficulté parce qu'ils ont ce côté technique, mais ils n'ont pas le côté managérial. D'accord ? Et ça, c'est vraiment un point de vigilance quand on nomme quelqu'un manager. Et pour le coup, un manager, comme il est organisateur et qu'il devient promu par la hiérarchie, il y a un leurre là-dedans, c'est qu'il va vouloir imposer, c'est trop souvent le cas, sa méthodologie qu'il a appris, couronnée, on va dire, par sa promotion, en disant si j'ai été promu, c'est que je sais faire, donc maintenant, comme je suis chef, vous allez faire exactement ce que je vais vous dire, parce que c'est comme ça que ça marche. Et ça, c'est le principe du manager. Le manager veut souvent trop imposer sa vision des choses parce qu'il a été promu manager. Et donc, il est devenu le petit chef. Et donc, pour le coup, avoir une posture de manager organisateur, ça a des bénéfices, mais ça a beaucoup de conséquences. Les bénéfices, c'est que lui, il va se rassurer parce qu'on va mettre une méthodologie qui a marché pour lui, et il va se rassurer lui-même. Et là, ce n'est pas sûr que ça marche pour les autres. Mais pour le coup, ce qui va se passer en conséquence, c'est que les collaborateurs vont certainement pas être contents parce qu'on leur impose des choses qui finalement ne sont pas dans leur monde à eux. Et là, il va y avoir tension entre le manager et ses équipes. Et ça, c'est vraiment un point de vigilance dans toutes les sociétés. C'est attention quand vous nommez un manager, parce que s'il est que manager, organisateur et qu'il prend le pouvoir, ça peut être compliqué. D'accord ? Et les tensions peuvent être vraiment, vraiment compliquées parce qu'il a ce rôle de petit chef. Alors, vous allez me dire comment il faut faire ? En fait, il faut avoir une posture de leader. Si le manager est un organisateur, le leader est un visionnaire. Okay ? Alors, vous allez me dire, c'est facile, mais on n'est pas tous visionnaires et puis on n'est pas payé à être visionnaire. Mais on peut l'être quand même. Le leader a une notion très importante, un outil qui s'appelle la réflexivité. La réflexivité, c'est l'art du questionnement. C'est-à-dire qu'un manager, quand il devient manager leader, la première chose qu'il a à faire, c'est de ne rien dire. Il peut avoir ses idées, il va livrer une vision, ok, mais il va livrer une vision et pour le coup, il va demander à ses collaborateurs de travailler sur comment on va y arriver. Alors que le manager, il va vous donner la vision et il va vous dire comment il faut faire. Et si vous êtes un leader, vous allez voir un collaborateur. Je vais voir Christophe. Christophe. Coucou Christophe. Je vais voir Christophe. Et puis pour le coup, Christophe, il y a ce projet, tu as bien compris les enjeux, les événements. Comment tu vas t'organiser ? Par quoi tu vas commencer ? Qu'est-ce que tu vas faire ? Combien de temps ça va te prendre ? Même si moi, je le sais, j'attends que Christophe m'explique quelle va être sa stratégie. Parce que la différence, c'est quoi ? C'est que les collaborateurs doivent s'approprier leur niveau d'exigence. Si jamais je dis, Christophe, tu as 15 jours pour faire ça, Christophe, je vais le mettre en stress. Maintenant, si je dis à Christophe, écoute, pour ce projet-là, on a un délai assez court, en combien de temps tu peux me le faire ? Il va me dire, écoute, je peux te le faire en 15 jours. Je suis sûr qu'en 15 jours, j'aurai mon dossier sur la table et que Christophe ne sera pas en stress. Si je lui dis, Christophe, en plus de ce que tu fais ce dossier, je le veux 15 jours sur mon bureau, je vais le mettre en stress. Vous voyez, c'est toute la différence qu'il y a entre le manager qui impose par rapport à son expérience et le leader qui donne une vision et qui laisse les gens se débrouiller. Il influence, il est moteur. Vous voyez ? Et il peut même dire à Christophe, qu'est-ce qui va être difficile dans ce dossier ? Ça, écoute, à ce moment-là, si tu veux, on se voit tous les deux et on le fait ensemble. Et donc, vous vous mettez en tant que leader à disposition de Christophe pour l'aider à un moment donné dans son dossier. Vous voyez ? Et là, pour le coup, le bénéfice, c'est quoi ? Le bénéfice, c'est que les équipes montent en créativité. Ils montent en autonomie, en prise d'initiative. Ils connaissent le cadre, ils connaissent votre vision, ils connaissent le cadre et à l'intérieur, ils se sentent libérés. Donc, ça veut dire que vous allez augmenter deux choses chez votre collaborateur. Vous allez augmenter sa qualité de vie au travail
il va être important pour le travail parce qu'il a une zone de créativité et d'autonomie. Il ne va pas se sentir stressé parce que c'est lui, pour le coup, qui peut en tout cas organiser son travail et ses délais. Et puis, si Christophe vous présente un dossier, il vous dit « je peux te le faire en 3 semaines », et là, vous pouvez toujours lui répondre « écoute Christophe, en 3 semaines, ça va être compliqué, qu'est-ce qu'on peut faire pour raccourcir le délai et comment on peut s'organiser ?» Vous voyez, vous allez lui redanser la balle en disant « écoute, il faut que ça soit fait dans les 15 jours, mais dis-moi comment tu peux t'organiser, il y a peut-être un dossier qu'on peut reporter. Qu'est-ce que tu me proposes ?» Vous voyez, c'est le collaborateur qui décide. Okay, et donc, c'est toute la différence entre un manager organisateur qui va un peu frustrer ses équipes et les rentrer dans un moule et un manager leader qui va poser une vision, un cadre avec les accords Toltec et pour le coup, qui va pouvoir en tout cas développer l'autonomie et la compétence en tout cas des collaborateurs. C'est une vraie philosophie. C'est une vraie philosophie. Et vous savez, sur le terrain, moi, ce que j'ai appris, alors je n'ai pas appris grand-chose, mais j'ai appris une chose, c'est que souvent sur le terrain, c'est les gens sur le terrain qui ont les réponses. Alors, je vais vous donner un exemple assez concret. Je travaille beaucoup pour les EHPAD. Les EHPAD ont passé, et vous le savez très bien, des moments très difficiles. Très difficiles parce qu'en fait, il manquait de personnel. Les EHPAD, en tout cas ce que j'en connais, avaient une structure très figée avec une cadre de santé qui, pour le coup, pour trop d'EHPAD, disait toujours ce qu'il y avait à faire. Comme il manquait du monde pendant le Covid, tout a explosé. Les infirmières ou les aides-soignantes se sont retrouvées toutes seules à gérer des fois certains services. Et bien en fait, que faisait en tout cas la coordinatrice? Plutôt que de dire ce qu'il fallait faire parce qu'en fait, elle n'avait pas toute la notion de terrain parce qu'elle faisait tout et rien parce qu'il manquait du personnel, elle disait aux filles, les filles, vous connaissez votre métier, dites-moi aujourd'hui comment on s'organise, qu'est-ce qu'on fait par priorité, etc., etc. Et en fait, on se rend compte que pendant le Covid, pour les équipes qui étaient restées en EHPAD, c'est souvent les équipes qui organisaient les soins et les services parce qu'on leur a laissé de la créativité, on leur a laissé de la responsabilisation, face à l'organisation de leur journée. Et ce qui est marrant, c'est que dans certaines entreprises, ça a perduré. Et aujourd'hui, en fait, on n'est plus sur une dynamique d'équipe parce qu'ils ont un peu plus de liberté, parce qu'ils savent ce qu'il faut faire, plutôt que d'avoir effectivement des liens hiérarchiques très stricts en termes de management. Voilà, Mélissa, en tout cas, comment je vois les choses et comment on peut devenir, en tout cas, d'un manager organisateur, on devient un manager leader. Ok, donc du coup, tu nous parlais des bénéfices du point de vue de l'équipe, mais maintenant, du point de vue du manager, du coup leader, quels sont les bénéfices à passer justement du côté leader? Alors, pour le manager, en fait, c'est plein de bénéfices. C'est-à-dire qu'au fil de l'eau, quand les équipes rentrent dans ce moule, au fil de l'eau, les collaborateurs, quand ils viennent vous voir, ils ne viennent pas avec des problèmes. Ils viennent avec un dysfonctionnement et ils viennent avec des solutions. Et en tant que manager, je me souviens, je dis, OK, il y a un dysfonctionnement, OK, qu'est-ce que tu me proposes? Et au début, c'était dur. Et puis à la fin, on se rend compte que les gens, ils venaient avec leurs solutions. Et en fait, quand c'est les collaborateurs qui amènent les solutions, elles sont déjà acquises. Si c'est vous qui donnez la solution, vous donnez une solution qui fonctionne pour vous avec votre propre expérience. Mais ça ne veut pas dire qu'elle va fonctionner pour la personne à qui vous le dites, parce qu'on n'est pas pareil. Donc, il vaut mieux que la collaboratrice vienne avec sa solution. Et si cette solution ne vous va pas, vous pouvez toujours lui dire, Mélissa, écoute, j'ai bien entendu ce que tu me proposes. Quels sont les bénéfices, quelles sont les conséquences? Vous la laissez parler et puis il dit, écoute, alors à ce moment-là, il faut peut-être trouver un plan B. Alors, qu'est-ce que ça peut être comme plan B? Et vous construisez un plan B qui vous va un peu mieux. Donc, vous voyez, vous n'êtes jamais dans le corner. Mais vous accentuez cette notion de driver les gens pour plus d'autonomie et de réflexion. Donc, le bénéfice, c'est qu'on a des équipes qui s'éclatent un peu plus, qui ne sont pas frustrées, qui ont de la créativité, qui s'éclatent un peu dans son boulot. Et on va dans une notion qui s'appelle la QVT, la qualité de vie au travail. Vous savez que la définition de la qualité de vie au travail, elle est uniquement sur la notion de perception qu'a le collaborateur de son existence au sein de son environnement.
C'est ça la définition de la qualité de votre travail. Donc, s'il n'a pas d'existence avec un manager organisateur qui lui dit toujours ce qu'il faut faire, eh bien, à la fin, il attendra toujours que vous lui disiez ce qu'il faut faire pour agir. Alors que quand un collaborateur a cette créativité et cette autonomie, eh ben, il prendra de l'initiative. Et vous soulignez cette initiative en tant que manager. Vous allez dire, OK, ce que tu as pris, écoute, c'est fabuleux l'initiative que tu as prise. Bon, écoute, ça n'a pas été à 100%. Ben, dis-moi où c'est que la prochaine fois, dis-moi comment tu vas faire pour que finalement on atteigne vraiment l'objectif. Vous voyez, encore du management positif. Donc, que du bénéfice pour le manager qui est beaucoup plus tranquille. Les solutions arrivent des collaborateurs. Quand le collaborateur, on valide sa solution, ben, il est super motivé à la mettre en place et le manager aura beaucoup moins de soucis. Et vous allez développer que chacun puisse avoir une vraie importance dans le groupe dans lequel il est, dans l'équipe. Voilà, okay. Mélissa. Merci. Alors, du coup, on a parlé des bénéfices, mais comment appréhender ce changement auprès des équipes pour que justement cette posture, ça passe de manager à leader. Comment amener ça auprès des équipes? Alors déjà, il y a une notion de temps qui est importante, c'est-à-dire, personnellement, je ne crois pas au changement. Je pense qu'on ne change pas. Je pense qu'on se transforme de façon… on se transforme au fil de l'eau avec des nouveaux outils. Donc, ça prend un peu de temps. Et dans un premier temps, ce n'est pas aux collaborateurs qu'il faut présenter ça, c'est vous l'inculquer à vous. Ça doit devenir votre nouvelle posture. Et c'est votre nouvelle posture qui fera que les gens changeront. Si vous êtes un manager organisateur, à un moment donné, quand vous frustrez les équipes, votre parole n'est pas impeccable. Parce que la conséquence, c'est qu'elle est négative. Par contre, si vous faites preuve de réflexivité en posant des questions, votre parole est plus impeccable, puisque vous êtes en adéquation avec ce qu'on va tous décider. Vous voyez, donc c'est vraiment une philosophie. Vous ne partez pas avec la supposition que ça ne peut pas marcher. Il faut partir avec la supposition, c'est qu'on va casser la baraque et que ça va fonctionner. Vous voyez? Donc, c'est toute une philosophie. Et pour le coup, c'est dans votre verbatim du quotidien, dans le verbatim que vous pouvez avoir au fil de l'eau, un verbatim positif, enthousiaste, qui fait que les gens vont changer. Et dire, oui, tu as raison, on va y arriver. Oui, c'est une bonne idée. Oui, creuse. Oui, on y va. Oui, montre-moi le dossier. Vous voyez, on est dans une dynamique et ça change tout. Donc, c'est d'abord, votre philosophie qui doit changer. D'accord? Il faut avoir envie. Okay, il faut avoir envie que ça change et que ça se transforme. Et puis, il faut surtout que vous changiez à l'intérieur de vous l'équilibre entre l'ego et le cœur. Parce que l'ego, en tant que manager, il vous dira, bah, tu le sais, alors vas-y, dis-lui. Puis vous allez penser, bah, si je lui dis, ça ira plus vite. Alors que c'est faux. Donc, rangez votre ego et travaillez avec le cœur. Et le cœur vous amène à poser des questions. Et comment tu ferais? Par quoi tu commencerais? Qu'est-ce qui serait facile? Qu'est-ce qui serait difficile? Et c'est le cœur qui parle. Et même si vous avez la solution, elle n'est que pour vous, parce que vous ne fonctionnez pas comme les autres. Donc, il faut que ce soit les autres qui amènent leur solution, leur propre solution. Donc, c'est nous, en tant que manager, qui devons changer et la philosophie changera. Mélissa, tu peux enlever le support? Comme ça, on aura tout le monde en… Voilà. Donc, c'est plutôt comme ça que je vois les choses. C'est qu'on doit s'approprier ces accords Toltec. On peut se les écrire dans le bureau, on peut les réviser et puis s'auto-évaluer en disant, oh, putain, là, je n'ai pas été bon aujourd'hui là-dessus. Demain, je serai différent. Vous voyez? Et c'est un vrai outil de coaching. C'est votre outil de coaching. C'est votre effet miroir. Et si vous voulez changer les choses, c'est vous qui les changerez. Vous savez, moi, j'ai toujours cet exemple dans l'hôtellerie où on me dit oui, j'ai une équipe qui suit pas, j'ai pas une bonne équipe et puis elle n'est pas bonne parce que c'est pas moi qui l'ai recrutée. On a tous entendu dire ça, mais moi, je me révolte à ça. Je me dis, mais attendez, l'équipe, elle est ce qu'elle est, elle est ce qu'on en a fait. Donc, maintenant, l'équipe, c'est ce que vous allez en faire. De quoi êtes-vous capable? Parce que vous pouvez changer toute l'équipe et pas avoir une posture différente. L'équipe, elle sera la même dans 6 mois. C'est vous qui venez changer en tant que manager. Rappelez-vous que le rôle chapeau du manager, chapeau,
au-delà de tous les rôles et responsabilités. Le rôle chapeau du manager, c'est faire en sorte que chacun puisse donner le meilleur de lui-même. C'est ça le rôle de manager de proximité, que chaque collaborateur puisse donner le meilleur de lui-même. Donc, si vous avez une posture qui est négative, il ne pourra pas donner le meilleur de soi-même. Si vous êtes négatif et si vous faites des suppositions qu'il n'est pas capable, il ne pourra pas donner le meilleur de soi-même parce que vous ne lui donnerez pas l'occasion de changer. Le rôle chapeau, manager, c'est que chacun puisse donner le meilleur de lui-même. Ça, c'est le rôle du manager. Le manager, il n'est pas là pour faire, il est là pour faire faire. Et pour faire faire, il faut qu'il soit leader, il faut qu'il donne envie, il faut qu'il ait un discours positif, il faut qu'il soit dans les accords Toltec, qu'il soit vrai et qu'il emmène les gens dans l'aventure, les inspirer. Donc, le management, ce n'est pas les épaules lourdes, c'est les épaules légères où on accueille, on reçoit et on y va. Mélissa. Oui, juste une petite dernière question par rapport à ça, justement. Est-ce que selon toi, bon, j'imagine que tout s'apprend, mais est-ce que selon toi, il y a des personnalités qui vont être plus dans l'organisation vraiment comme le manager, ou est-ce que voilà, ça va être des choses qui vont s'apprendre? Est-ce que c'est compatible? Est-ce que par exemple, une personne peut être manager et l'autre leader et que du coup ce soit compatible? Alors, j'aurais tendance à dire ce qui peut freiner en tout cas les managers d'aller dans cette voie-là, pour moi, c'est vraiment le point de vigilance, c'est la peur. C'est la peur de ne plus maîtriser. C'est la peur de ne plus donner son savoir. Donc ça, c'est l'ego qui parle. Hein. Le peur d'être démuni de cette richesse d'être le manager avec le grand M. Et en fait, c'est la peur de se transformer qui peut être un échec. Alors que moi, je peux vous assurer qu'avec… alors, pour le coup, c'est Serge, le coach, qui parle, parce qu'il est coach maintenant depuis 6-7 ans, mais c'est aussi Serge qui a travaillé dans l'hôtel et la restauration pendant 40 ans. Et puis, pour le coup, j'ai toujours eu cette philosophie. Enfin, Annie, qui me connaît très bien, pourrait en témoigner. J'ai toujours été dans cette philosophie de relation, d'écoute, de comprendre les choses et pas d'imposer, mais de susciter, de donner envie, de donner des pistes pour que chacun puisse prendre ses responsabilités. Vous voyez, rappelez-vous que votre meilleur ami, c'est vous et votre pire ennemi, c'est vous. Personne d'autre. Donc, personne ne peut nous sauver. Il n'y a que vous qui vous pouvez vous sauver. Donc, j'aurais tendance à dire ne pas avoir peur, tester, essayer d'avoir une parole impeccable. La prochaine réunion, ne vous dites pas tout ce que j'ai à dire, mais je vais juste garder les points que je veux qu'ils retiennent. Et vous verrez que finalement, les gens partiront en disant j'ai compris ce qu'elle veut de moi. Et si je comprends ce qu'elle veut de moi, il y a plus de chances que je fasse correctement mon travail. Ouvrez le champ des possibles. Ne pas faire de suppositions. Allons chercher les faits. Aidons les gens à les transformer. Serge? Et ce n'est pas antinomique, et c'est vraiment une posture, c'est votre posture qui doit évoluer. Ok, bon, on t'a perdu la dernière minute, ça a bugué. Mais Alors, je disais que la transformation vient de vous et qu'il n'y a que vous qui pouvez vous sauver. Et si vous voulez évoluer, il faut juste tester les choses et vous regarder dans le miroir et puis comprendre que si vous n'êtes pas dans vos accords Toltec, qu'il y aura des conséquences. Et si vous y êtes, il y a plus de chances qu'on déclenche autour des équipes des bénéfices. Donc, accord Toltec et utiliser l'outil, la réflexivité. Au lieu de dire comment il faut faire, poser la question aux gens, comment ils veulent faire. Ok, super. Bah, écoute, merci beaucoup pour ces notions. Est-ce que peut-être il y a des participants qui ont des questions par rapport à ça? Ah oui, posez-moi des questions. Alors, oui, il y a Christophe. Merci beaucoup, Serge,
pour cet exposé-là. C'est extrêmement intéressant. Je voudrais rebondir juste sur la dernière phrase là, que tu viens de prononcer, qui est plutôt que d'amener des solutions aux autres, faisons en sorte que chacun amène ses solutions face à des questionnements. Ça part du postulat que toutes celles et ceux à qui on s'adresse ont envie de trouver et d'amener leurs propres solutions. Or, moi, je ne suis pas du tout dans le milieu de l'hôtellerie, mais dans d'autres milieux, je me suis parfois retrouvé confronté, malgré des sollicitations et malgré le fait que je donnais des espaces de liberté pour que chacun amène sa pierre à l'édifice commun. Je me suis parfois retrouvé face à des personnes qui restaient en attente de mes consignes. Ils attendaient mes consignes managériales et ils n'attendaient pas mes questionnements de leader. Et je me retrouvais très, très démuni par rapport à cela. Alors, dans ces cas-là, je me suis senti, oui, au fond de la voie sans issue. Et j'ai choisi alors de retourner à la consigne. Je sais que cette solution fonctionne, tu ne m'en apportes pas d'autres, je te la propose, est-ce qu'elle te convient? Oui, oui. Alors, en fait, les modes de fonctionnement, Christophe, en fait, les modes de fonctionnement est très simple. C'est que chaque groupe, vous pouvez diviser chaque équipe, chaque groupe en 33, 33, 33. Il y a toujours 3 groupes. Okay, il y a un groupe de 33%, ce sont vos leaders, ils vous apportent des solutions et ce sont vos piliers, etc. Généralement, ces gens-là, vous les reconnaissez. Après, vous avez 33% au milieu, okay, qui sont au milieu du guet. Et après, vous avez 33% qui sont perdus pour la nation. Et en fait, l'idée, c'est quoi? Quand on a une équipe, c'est de travailler sur les 33% du milieu. Et en fait, ces 33% du milieu, c'est généralement eux qu'il faut éduquer. Ce sont des gens qui ont peut-être été frustrés, peut-être des gens qui ont déjà décidé des choses, on leur a reproché, des gens qui ont eu des initiatives où on leur a dit, écoute, tu n'es pas payé pour réfléchir. Vous voyez, toutes ces notions, c'est quand même des traumatismes pour certains. À dire, bah oui, moi avant, je faisais des trucs, mais on m'a dit que ce n'était pas mon rôle, qu'il fallait que maintenant, je ne dis plus rien. Vous les voyez, et Oui. en fait, c'est aussi dans cette notion de management que chacun a vécu, qui fait qu'il y va ou il n'y va pas. Donc, moi, je dis toujours que c'est toujours les 33 du milieu qu'il faut rééduquer à apporter, en tout cas, des solutions, des commentaires. Et en fait, il faut les accompagner pour que justement, les accompagner pour qu'à un moment donné, il y ait le déclic. Il y a le déclic où ils reviennent vers vous avec des options, des solutions, des propositions. Parce qu'il y a 30%, de toute façon, ils vous diront, ce n'est pas mon boulot et j'en ai rien à faire. Mais ces 30%-là, si vous arrivez à les récupérer et à les manager, ça vous fait quasiment 66% de gens positifs dans votre équipe et qui vont emmener votre équipe. OK? Donc, on est d'accord. Oui, attends, je finis juste. Il y a une question que vous pouvez poser, Christophe. Quand vous avez un collaborateur, quand il dit, écoute, on s'est vu, je t'ai demandé une fois d'apporter une solution, tu ne me les as pas apportées. Je t'ai demandé une deuxième fois, tu ne m'en as pas apporté. Et vous pouvez lui dire, ça me trotte dans la tête. Et alors, il y a une question à poser. Et cette question, c'est vraiment la base du questionnement. Ce n'est pas pourquoi tu ne me réponds pas, parce qu'on s'en fout le pourquoi. C'est qu'est-ce qui fait que tu ne prends pas au vol l'opportunité que je te donne pour pouvoir apporter des solutions ou une vision différente. Ce n'est pas la même chose. Si je dis pourquoi tu ne viens pas à moi, il vous dira parce que je n'ai pas envie. Mais qu'est-ce qui fait que tu ne viens pas à moi? C'est la question. Qu'est-ce qui fait que je te donne l'opportunité et que tu ne la prends pas? Je veux comprendre. Vous voyez? Parce que quand vous allez poser la question pourquoi tu ne viens pas à moi, il va vous dire parce que c'est comme ça, parce que si, parce que ça, parce que machin. Mais qu'est-ce qui fait? Ça veut dire on va chercher ce qu'il y a vraiment à l'intérieur. Qu'est-ce qui fait que tu ne viens pas à moi quand je te donne l'opportunité de me donner des solutions? Vous voyez? Et vous pourriez, Christophe, utiliser cette question et avoir en tout cas une réponse différente.
Et le fait de retourner en management de proximité vers le collaborateur, pas au téléphone, même en face-to-face, pour lui dire, ben, écoute, moi, j'ai quelque chose que je vis mal, je veux que mon équipe s'émancipe. 3 fois, je te demande, tu ne me fais pas, mais qu'est-ce qui fait que tu ne réponds pas à mes appels? Explique-moi. Et il y a des chances que vous trouviez la vraie réponse en posant cette question. Christophe, testez. Merci. Merci Christophe. On avait aussi une question d'Annick. Alors, je réactive votre micro. C'est tout bon. Vous m'entendez? Oh, très bien, Annick. Voilà. Alors, moi, j'ai une question. Oui, ça va être une question. Voilà. Donc, moi, j'ai suivi pas mal de formations depuis que j'ai intégré Human. Et moi qui suis assez terre à terre et voilà, j'y croyais pas un instant à toutes ces formations là. Pour moi, c'était un autre monde, les énagrammes, les émotions. Enfin, ça représentait rien pour moi, le stress, la peur et tout ça. Donc j'ai beaucoup appris et j'ai changé. Alors on a toujours beaucoup brainstormé chez nous et j'ai toujours beaucoup attendu des collaborateurs, des solutions. Et aujourd'hui j'ai fait une réunion parce que je pense que je me suis rendu compte que le changement perturbe. En réunion aujourd'hui, j'ai une de mes collaboratrices, parce que j'ai eu une réaction anormale par rapport à d'habitude. Et donc, cette collaboratrice me regarde et elle me dit, non, mais je ne vous comprends pas, depuis que vous faites ces formations, mais limite, elle n'a pas voulu me dire ça, mais j'ai bien compris ce qu'elle a voulu me dire, mais vous vous ramollissez, mais qu'est-ce que c'est que cette réaction-là? Mais pourquoi vous réagissez comme ça? Tout simplement parce qu'on est en phase de recrutement de quelqu'un et que la personne que l'on a vue, qu'ils ont vue, elle leur plaît, sauf que cette personne-là, au mois de juillet, elle a un impératif de 15 jours. Avant, j'aurais dit, non, mais si la personne, elle ne veut pas travailler, next, on dégage. Là, aujourd'hui, ma réponse a été, écoutez, est-ce que cette personne, elle est vraiment bien? Est-ce qu'on peut s'arranger pour qu'elle ait ces fameux 15 jours-là, comme ça, pas en posant des CP parce qu'elle n'en aura pas? Est-ce qu'il vaut mieux pas avoir une personne qui nous plaît, quitte à ce que 15 jours, on lui donne parce qu'elle a prévu quelque chose, ou est-ce qu'il vaut mieux avoir une personne qu'on prend par défaut et qui va nous gonfler tout le long de la saison? Et de là, ma collaboratrice me dit, elle est un peu énervée, d'un ton énervé, elle me dit, mais je ne vous comprends pas, quoi. Mais c'est quoi cette réaction? Donc, en fait, le changement, j'ai souri bêtement, le changement perturbe. Mais au fond de moi-même, je me suis dit, elle a peut-être raison, je suis en train de me ramollir. Après mûre réflexion, je me dis non, je suis dans la bonne voie, mais le changement perturbe, je pense. Alors, oui, alors il y a un mot, alors pour le coup, il y a un mot qu'il faut évacuer de votre verbatim en tant que manager, c'est le mot changement. Déjà, en tant que manager, vous ne devriez plus utiliser ce mot changement. Le changement, dans tous les cas de figure, fait peur. Vous le voyez dans notre vie, avec le changement à la SNCF, à la RATP, machin, dès qu'on parle de changement. Le changement est trop brutal. Le mot est trop brutal et le mot est agressif. Donc, si vous voulez être dans cette notion de parole impeccable, de verbatim positif, vous utilisez le mot de la transformation. Vous voyez ? Et on est tous protagonistes de la transformation. Protagoniste, ça veut dire quoi? Ça veut dire je suis moi-même acteur de la transformation. Donc, je mets ma pierre à l'édifice dans la transformation. Okay. Quand vous arrivez à un moment donné dans un, je sais pas moi, un hôtel, vous arrivez dans un hôtel de 100 chambres, enfin peu importe les chambres, vous arrivez en tant que nouveau directeur. Il dit les gars, moi je suis le nouveau directeur, alors maintenant j'ai été nommé, donc ça va filer droit, on va changer toutes les procédures parce qu'il n'y a rien qui va, et tatati et tatata. Il va y avoir du changement. Alors là, vous êtes sûr que tout le monde est à la machine à café, dans le bureau de la CGT, et puis là, il va y avoir de la boxe. Vous voyez, le changement perturbe. Le même directeur avec les mêmes objectifs peut rentrer dans cet établissement et dire « Écoutez, je m'appelle Serge, voilà, je suis le nouveau directeur. Alors vous savez, moi,
il y a une chose que je vais faire pendant ces 15 prochains jours, c'est je ne vais rien faire. Je vais vous regarder travailler. Je suis sûr qu'on a plein de points d'appui et points de dans toutes les équipes et dans les procédures. On va pouvoir détecter ensemble les points de vigilance et les travailler, pour commencer à imaginer une transformation pour arriver peut-être à des objectifs de qualité plus suffisants. En tout cas, moi, je compte sur vous et je sais qu'on va travailler ensemble. Vous pouvez avoir le même objectif. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, la transformation est beaucoup plus douce que le changement. Et c'est vrai, Annick, le changement fait peur. D'accord? Donc ce n'est pas une question de changement, c'est une question de transformation aussi. Et c'est notre environnement qui nous fait changer. Et vous savez très bien, vous et moi, en ce moment, que ce n'est pas les réceptionnistes ou les adjoints de direction qui courent les rues. Moi, je travaille dans le sanitaire, en EHPAD. Je peux vous assurer que des infirmières, il n'y en a pas. Ils prennent ce qu'il y a. Donc, à un moment donné, il faut se dire que l'environnement fait que ça vous pousse aussi à transformer votre vision du monde. Et là où je suis fier de vous, Annick, te connaissant, c'est pour se tutoie, te connaissant, c'est que l'Annick cartésienne, terre à terre, que j'ai connue, où il n'y avait pas AB, c'était que A. Quand j'entends ça, je me dis, mais fabuleux, Annick, vous êtes sur la bonne voie. Bravo. Merci, JB. Merci, JB. C'est qui, JB? Ah, pardon, JB. JB, merci, l'énéagramme. C'est l'environnement qui nous pousse à voir les choses différemment. Et rappelez-vous que votre boulot en tant que manager, c'est faire en sorte que chacun puisse donner le meilleur de soi-même. Et c'est ça. Donc, à un moment donné, le boulot manager, c'est the balance, Vous voyez, c'est l'équilibre des forces comme Maître Yoda dans la guerre des étoiles. Vous voyez, c'est ça, en fait, qui fait la réussite. C'est l'équilibre de la force. Si vous êtes comme ça ne fonctionne pas. Si vous êtes comme ça ne fonctionne pas. Et donc, et là, pour le coup, votre parole, Annick, ta parole a été impeccable. Accord Toltec numéro 1. Ah, super. Bravo. D'accord, tu vois. Et tu ne fais pas la supposition que les autres vont la refuser. Tu te dis vraiment, les gars, j'ai besoin de vous pour qu'on dessine ensemble. Donc, tu n'as pas fait de supposition. Bravo. Et tu vois, là, tu donnes le meilleur de toi-même parce que tu sais que tu es convaincant. Donc, tu donnes le meilleur de toi-même. Et ça, c'est bien parce que tu as une idée et tu vas jusqu'au bout. Voilà. Et c'est vrai tu vois les accords Toltec comme ils reviennent? Et c'est vrai, quand tu dis que l'évolution, la société, tout ça change, j'en ai eu le cas aujourd'hui. J'ai une collaboratrice, on a pu les masques et je me suis rendu compte qu'elle avait un piercing au nez. Intérieurement, ça me dérange, mais à mort. Mais je me suis dit, bon, je suis rétrograde, je vais être peut-être trop, je l'appelle, on en discute et j'ai dit, vous savez quoi? J'ai dit, écoutez, on va demander l'avis à l'adjoint et aux autres chefs de service. Donc, l'adjoint, les autres chefs de service sont allés regarder, sont venus me dire, écoutez, Annick, ça ne se voit pas, il n'y a pas de problème, ça ne choque pas. Je l'ai appelé, je lui ai dit, écoutez, d'un commun accord, il a été décidé qu'en fait, votre piercing, il n'y a pas de problème, écoutez, ça convient à tout le monde, donc ça me convient aussi. Voilà, donc elle était contente. Voilà. Et le fait que tu aies fait ça, elle va donner le meilleur d'elle-même, oui, parce qu'elle se sent acceptée dans son environnement. Donc, ta parole était impeccable parce que tu n'as pas pris l'autorité pour décider qu'effectivement, elle devait l'enlever. Donc, tu n'as pas fait de supposition. Et pour le coup, tu vois, tu as lancé un signe très, très positif qu'elle va se sentir bien dans ton entreprise. Bravo. Accord Toltec, 5 sur 5. Vous voyez comment ça fonctionne, les accords Toltec? Vous voyez, comme ça, on peut monter, descendre, monter, descendre. Super, merci beaucoup Annick, merci Serge. Est-ce que d'autres personnes ont d'autres questions? Sinon, je pense qu'on a atteint, qu'on est dans le bon timing. Donc, je ne sais pas, est-ce qu'il y a d'autres questions? Une dernière question? Moi j'ai une petite suggestion. Très bien. Sur l'accord Toltec, ne faites pas de suppositions. J'ai déjà remarqué qu'on n'arrive pas, notre cerveau, il n'arrive pas à ne pas faire de suppositions. Donc, parfois, quand j'accompagne les managers, je leur dis, dans ce cas-là, fais-en plus. Et donc, faire plus de suppositions, y compris des suppositions positives, ça permet de voir les choses différemment.
parce que ce n'est pas vrai, on ne peut pas s'empêcher de juger, on ne peut pas s'empêcher de faire des suppositions. Donc, nos suppositions négatives, elles nous viennent quand même à l'esprit. Ouais. Et on a du mal à ne pas les verbaliser. Et du coup, l'idée, quand elles se verbalisent, ben, c'est d'amener la personne à en faire plus. Et si tu faisais des suppositions positives, et si tu. Voilà, et du coup, voilà, faites-en plus, en fait. Ouais. Alors, c'est une bonne remarque. Et alors, pour le coup, moi, je ne l'appelle pas comme ça. Moi, je l'appelle, je parle toujours d'options. Décris-moi des options. Je trouve ça plus opérationnel, les options, que la supposition. Parce que la supposition, ça a une connotation un peu négative. Alors, vu de ma fenêtre et à l'intérieur de moi, je ne dois pas être à l'aise avec ce mot. Hein, ça n'engage que moi. Donc, moi, je dis plutôt, décris-moi des options. Option 1, option 2, option 3. Allez-y, donne-moi des options. Qu'est-ce qu'elle va répondre? Qu'est-ce qu'elle va penser? Et à ton avis, va lui demander maintenant. Je travaille plutôt sur les options. J'ai l'impression, en termes de verbatim, pour moi, mais ça n'engage que moi, que parler d'options est beaucoup plus positif que de supposition. Voilà. C'est vraiment un côté verbatim. Voilà. Super. Et ben, du coup, si je me permets, si je dois résumer un petit peu, donc passer de manager à leader, donc c'est déjà l'art du questionnement, donc poser la question aux équipes et les amener finalement à être plus autonomes, plus créatifs et du coup améliorer leur qualité de vie au travail et amener toujours ces solutions et non plus axées sur les problèmes en fait. C'est tout à fait ça. Et pour finir, je vais juste peut-être dire un petit mot, et on est tous confrontés en ce moment, en tout cas dans tous les métiers. On a des jeunes qui arrivent sur le marché, la fameuse génération Z, Z comme zapper. Ils cherchent le bon endroit avec la meilleure ambiance. Ils cherchent de s'éclater quand ils peuvent apporter des idées. Si ils zappent facilement. Ils iront là où c'est plus sympa. OK. Donc, ça veut dire qu'il y a vraiment une démarche de notre côté, en tout cas pour nos managers, pour s'approprier ce nouvel environnement avec cette nouvelle génération. Vous voyez bien que les jeunes, quand ils viennent chercher du boulot, ils veulent plus de CDI, ils veulent que des CDD. Et ils veulent pas s'engager. Vous voyez, on est vraiment… Quand nous, le CDI était le Graal à l'époque, aujourd'hui, c'est fini. Les jeunes, ils veulent être charbonniers, le lendemain restaurateurs, et en fait, tout ça change. Et ce qui les maintient à un moment donné, c'est aussi l'atmosphère, l'ambiance et la liberté qu'on leur donne un peu, en tout cas dans leur travail. Donc, c'est aussi une notion importante, parce que cette génération Z qui arrive est vraiment complètement différente de ce que nous, on a vécu. Et il faut vraiment être en alerte dessus. Et celui qui prend pas ce niveau d'alerte va être confronté à plus de difficultés. Donc, si le manager est plus en difficulté, il sera plus stressé. S'il est plus stressé, il sera plus dans ses accords Toltec. Et puis, plus il sera pas dans ses accords Toltec, et moins il aura d'équipe, et plus il y aura de tension. Vous voyez, voilà. Super. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Serge. Merci. Merci à tous du coup d'avoir participé à cette réunion. Donc, elle sera rediffusée sur les réseaux sociaux et sur la chaîne YouTube. Et puis, on vous tient au courant pour les prochains Human Talks. Merci à tous.